Choix 98.1 Radio X. Moret live. En vacances live. Radio 8h37. Ah, des gens qui nous écrivent en criant au complot. Ah, batins, hein? François Legault fait partie d'un vaste complot avec Horacio Arruda. Ah oui. Christian Page, il s'y connaît en matière de complot. Il les connaît, les complotistes, lui. Il les connaît. Tu vas avoir de la job à faire encore dans quelques années là, concernant ce qui est en train de se passer, Christian. Ah oui, absolument. Écoute, Yannick, avant d'aborder notre sujet, qui est une demande spéciale de ta part, ouais, faut bien le mentionner, mais avant d'aborder le sujet, je vous écoutais tous parler et vous discutiez à propos de cette histoire du port du masque et tout ça. Moi, personnellement, si tu me permets, là, je viens de faire une petite minute éditoriale. Ben oui, vas-y. Je me prononcerai pas sur le port du masque ou pas le port du masque. Là, je suis apolitique et j'essaie de ne pas entrer là-dedans. Mais malheureusement, ce week-end, j'ai vu des trucs passer et là, je m'adresse à tous les hosties de morons qui comparent Adolf Hitler et Lénine à Legault et Arruda. J'ai vu ça passer aussi. Là, tu dis, écoute, ça a comme pas de bon sens, là. Le Troisième Reich, là, hein? Suspension des droits individuels pour 100 millions d'individus. Le nombre de morts avec les politiques du Reich, 40 millions, et on parle du terrain même de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, dont 6 millions de Juifs, des hommes, des femmes et des enfants envoyés dans des camps de la mort. Ça a comme pas de bon sens. Le nombre de morts par le port du masque de Legault, 0. Le nombre de morts par les politiques du Troisième Reich, 50 millions. À un moment donné, là, asti, lâchez Facebook puis ouvrez des livres d'histoire. Vous pouvez ne pas être d'accord avec Arruda ou avec Legault, mais à un moment donné, il y a des comparaisons qui ne tiennent pas, là. Uniquement la nuit de cristal, là, lorsque les Allemands ont décidé que les Juifs n'exerceraient plus leurs droits, c'est quelque chose comme 200 000 individus qui ont été déportés dans des camps de la mort en une seule nuit. À un moment donné, il faut s'arrêter. Là. La folie, une chose, sortez du confinement, asseyez-vous dehors, prenez 2 livres d'histoire, fumez du pot, mais sacrément, arrêtez ce genre de niaiserie. Voilà. J'avais que ça à dire. Good job. C'est épouvantable. J'ai même vu passer, Yannick, des extraits, hein, des phrases, hein, des petits paragraphes, et on met une photo d'Hitler. Ben oui. Et là, c'est juste s'il n'y a pas Legault dans la citation et Arruda, et c'est signé en dessous Adolf Hitler, Mein Kampf. Non, Mein Kampf, les extraits que vous voyez circuler ne sont pas extraits de Mein Kampf. Ils sont extraits de la tête d'un hostie de moron. C'est fait. Voilà. Excusez-moi pour ce langage un peu ordurier ce matin, mais écoute, j'ai connu des gens dont les parents avaient été exécutés dans des camps de la mort, et quand je vois des trucs, des comparaisons comme celle-là, écoute, il y en a même un, j'y ai fait la remarque, j'ai dit, ta comparaison est pas forte. Il m'envoie vers un autre site où un autre tata a comparé Adolf Hitler à Legault. J'ai failli y répondre, ça doit te plaire de savoir que t'es pas le seul au pays des idiots. Mais je me suis gardé parce que à partir du moment où quelqu'un te fait une comparaison comme celle-là, compare Legault à Adolf Hitler, c'est sûr que c'est un ignare de la dernière espèce. Donc, il n'y a rien à redire. Pensais-tu un jour faire des éditos à Radio X? Non, je ne pensais pas. Avant de connaître... Je m'excuse, hein, je sais que j'ai eu un langage... Mais à un moment donné, il faut que ce genre... Ça, c'est du dérapage là, absolu. Bon, tu as le droit de pas être d'accord avec Arruda, Legault, tu peux faire les comparaisons que tu veux, mais il y a des comparaisons qui ne tiennent pas. Et ça, c'en est une. Entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Puis Christian, avant de connaître Radio X, là, pour y avoir fait tes premières chroniques, t'avais entendu parler de Radio X? Oui. Mais ce que tu viens de faire là, c'est du Radio X. Oui, je sais. C'est qu'est-ce que je sais que les amis sont habitués avec un langage un peu plus de la rue. Tu sais, on n'est pas Radio-Canada, mais écoute, ça m'horripile. C'est des trucs. Écoute, ça me fait sortir de mes gonds d'entendre des trucs comme ça. Avec raison. Tu sais, écoute, faut vraiment avoir aucune connaissance, aucune culture historique pour essayer de présenter, faire des comparaisons comme celle-là. C'est intenable.
Christian, on va se changer un petit peu les idées. Ce week-end, j'avais un peu de temps pour moi. C'est assez rare avec 2 enfants, 2 gars qui veulent courir partout après avoir pris un morceau de chocolat, là. J'ai embarqué sur Unsolved Mysteries. Oui. C'est bien ça? Oui. C'est Dossier mystère, je pense, en français. Dossier mystère en français. Donc, c'est disponible sur Netflix présentement. Oui. La première saison. Puis j'ai écouté tous les épisodes, ceux qui sont relativement pas très, très longues, là. Puis je suis tombé sur l'OVNI de Berkshire en 1969. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de cette histoire-là? Bien sûr. Donc, et pour remettre un peu les gens dans le bain, cette série Unsolved Mysteries, là, celle dont tu parles, c'est une nouvelle saison, 6 épisodes, c'est diffusé sur Netflix. C'est ce que les Américains appellent un reboot. Hein, on reprend une série et on la relance. Hein, c'est pas la première fois qu'elle se fait. Unsolved Mysteries en est à son 6e reboot. Hein, donc, il y a eu la série, une pause, on l'a repris, une pause, et à plusieurs réseaux américains. Hein, c'est passé de NBC à CBS. Lifetime, Spike, Reboot, donc à différents réseaux, soit spécialisés ou les grands réseaux bien connus. Et la fameuse période où on a bien connu Unsolved Mysteries, c'est sa période 1987-1997, qui était animée par Robert Stax. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Robert Stax, qui était l'acteur fétiche de la série Les Incorruptibles aux États-Unis. Et c'est un peu lui qui avait lancé un peu le style Unsolved Mysteries, en musique un peu étrange. Et puis on le voyait arriver avec sa gabardine. Là, il dit peut-être vous, quelqu'un quelque part une information. Et ça avait joué énormément. Au Québec, Unsolved Mysteries avait été diffusé en français entre 1989 et 1993, initialement au réseau TQS. Je sais pas si tu te rappelles, c'était animé à l'époque par Jean Coutu et éventuellement la dernière saison avec Pierre Laporte. Avec leur grosse voix ténébreuse. Ouais. Et dans le cas de dossier Unsolved Mysteries, version française, le dossier mystère, ça a été mon premier boulot à la télé. C'était fait par René Ferron et on enlevait un dossier américain et on le remplaçait par un dossier québécois. Et c'est là que j'ai fait des trucs comme l'OVNI de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, l'auberge hantée du lac Brome. Donc, on remplaçait par des petites histoires québécoises. Et c'était mon premier boulot à la télé. C'est René Ferron qui m'avait donné ça. Et puis après ça, j'ai moi-même réalisé 2 saisons Dossier mystère dans un reboot francophone à Canal D en 2006 et en 2013. Et j'ai écrit 3 livres intitulés Dossier mystère, tome 1 et 2 publiés en 2008 et le tome 3 qui vient tout juste de paraître depuis quelques semaines en librairie. Donc, ça te fait un peu la version, l'historicité, si je puis dire, de Dossier mystère. Et ce dont tu parles, c'est le reboot sur Netflix de la série, 6 épisodes. J'avoue personnellement avoir été un peu déçu parce que une des formules de Unsolved Mysteries, Dossier mystère, c'était de présenter des petits volets de 15-20 minutes sur certaines histoires. Alors là, on consacre l'émission tout entière à un seul sujet. Oui. Donc, par exemple, une disparition, un meurtre, mais tout l'épisode est consacré à un seul et unique sujet. Et sur les 6 épisodes, il y en a 5 qui concernent des crimes et un seul qui touche un peu le domaine du surnaturel. Et c'est l'épisode dont on va parler ce matin, c'est l'épisode numéro 5 qui parle des ovnis du Berkshire. Donc, pour les gens qui n'ont pas vu l'épisode, qui ne savent pas de quoi il est question, je vais rappeler les faits un peu. On est le 1er septembre 1969. On est dans le Berkshire County. Ça se trouve au Massachusetts. C'est tout près de la frontière avec l'État de New York. On est à mi-chemin entre Springfield, Massachusetts et Albany, New York. Là. Donc, on voit un peu le secteur. Et là, on nous raconte dans cet épisode que des dizaines de personnes de cette région-là, dans la soirée du 1er septembre 1969, auraient observé des phénomènes lumineux, aériens, assez insolites et étranges. Les descriptions varient beaucoup. Des gens parlent qu'ils ont vu des boules lumineuses, des sphères, des engins en forme de disque. Il y a même une dame, Nancy Reed, qui va comparer son objet qui ressemblait un peu à une coquille de tortue, une carapace de tortue. Les objets, de façon unanime, les gens parlent d'engins qui sont énormes. Un témoin va même jusqu'à évaluer son diamètre à 90 mètres de diamètre. Là, on parle d'un objet de plus de 300 pieds. Et
Pour beaucoup de ces témoins-là, l'expérience est suivie d'une espèce de période de confusion. Les souvenirs sont un peu flous. Il y a dans ces éléments-là, on le sent bien, on le lit entre les lignes, même si le mot n'est pas prononcé ouvertement, là, mais on sent bien que beaucoup de ces gens-là croient qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres et amenés à bord d'un vaisseau spatial. Donc ça, c'est l'histoire qu'on nous raconte. Déjà là, et là, je vais t'amener un peu dans la tête de Christian Page, comment ça se passe. Déjà, quand tu regardes cette émission-là, il y a quand même des petits trucs que tu dis qui devraient être des questions légitimes qui apparaissent spontanément. Tu dis, bon, d'un côté, il y a des témoins qui nous parlent d'un objet gigantesque qui fait 90 mètres de diamètre, 300 pieds de diamètre. Et tu dis, c'est quand même curieux, un objet de 300 pieds de diamètre, très lumineux. Il n'est observé que par quelques dizaines de personnes et il n'a aucune détection radar. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas quand même dans une région isolée. On est à mi-chemin entre Springfield et Albany. Et, il y a des radars, et des radars notamment de météo, qui détectent les masses importantes dans l'air, incluant les vols d'oiseaux. Et aucun radar n'a détecté cette immense masse de 300 pieds qui volait. Ça, tu te dis, je ne sais pas, mais il y a une question qui est légitime là-dessus. Il n'y a aucun journal local qui a rapporté cette histoire-là. Aucun. Alors là, tu dis, les grands journaux d'Albany ou de Springfield auraient dû en parler. On n'en parle pas. Il faut savoir que toute cette histoire-là, en fait, des observations du Berkshire County, ont été construites dans les années qui ont suivi. Donc, en 69, on n'en parle pas. 70, 69. Et là, peu à peu, l'histoire va commencer à se raconter. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai vu ça. Et tous les témoignages vont surtout s'aligner sur celui d'un certain Tom Reed. On va revenir d'ailleurs au témoignage de Tom Reed. Mais tous les témoignages vont s'aligner sur celui de Tom Reed. Mais c'est une histoire qui se construit avec le temps. Ça ne se produit pas au moment même. Il faut le savoir aussi, en 1969, le 1er septembre 1969, il y a quand même plusieurs journaux qui couvrent la région de Berkshire, le comté du Berkshire, parce que la ville au centre de ces événements-là, c'est une ville qui s'appelle Great Barrington. Donc, à Great Barrington et dans le comté, il y a plusieurs journaux. Il y a notamment le Berkshire Eagle, le Berkshire Courier, puis aussi un petit journal qui s'appelle le Price Chopper. On a souvent des coupons pour aller au magasin, mais c'est entrecoupé de quelques nouvelles locales. Aucun de ces journaux-là ne va parler de ces événements-là. Aucun. C'est quand même un peu curieux. Et là, on nous le dit d'ailleurs dans le reportage de Netflix, on dit les journaux n'en ont pas parlé. Et on conclut en se disant probablement que l'éditeur en chef a conclu que c'est un canular. Wow, attends une minute, là. Le rédacteur en chef pense pas de cette manière-là. Je sais pas, mais à Québec, par exemple, vous avez Le Soleil, vous avez le Journal de Québec, mais j'imagine qu'à Limoilou ou encore à Lévis, vous avez aussi des journaux locaux. C'est ça, des petits journaux de quartier, là. Des journaux de quartier. Puis écoute, si la population locale se met à voir des soucoupes volantes, c'est une occasion en or. Ça fait la une, ça fait vendre du papier. C'est comme ça qu'un rédacteur en chef parle ou pense. Hein? Ça faut que ça vende du papier. Et même si le ton de l'article est est sur un ton d'humour pour dire, on pense que les gens ont peut-être fumé trop de pot ce soir-là, on va quand même publier la nouvelle parce que c'est une nouvelle qui fait vendre du papier. Donc, aucun des journaux locaux du comté de Berkshire n'ont parlé de ces événements-là. Aucun. On nous dit également que beaucoup de gens ont vu les ovnis. Certains d'entre eux auraient communiqué avec la station de radio locale WSBS qui se trouve à New Bradford. Et là, on nous dit, il y aurait une quarantaine de personnes qui auraient appelé comme ça pour signaler la présence de l'ovni. Malheureusement, on n'a pas de bandes magnétiques qui ont été conservées de cette époque. Et il n'y a aucune information non plus qui vont dans ce sens-là. Pire, on nous dit que l'animateur de l'époque, un certain Tom Ray ou quelque chose comme ça, a contacté les services de police locaux parce que lui, il disait qu'il entendait des informations comme ça qui circulaient sur les radios amateurs. Et là, on nous dit, la légende dit que l'animateur en question contacte le poste de police pour dire, est-ce que vous avez entendu, il y a plein de gens qui parlent comme ça sur leur radio amateur d'observation d'OVNI. On ne sait pas quelle a été la réaction du poste de police, mais une chose est certaine, quand on consulte les archives de la police pour le soir en question, d'une part, il n'est nulle part question d'OVNI. En aucun moment, aucun citoyen n'a signalé ça au service de police. En fait, pour la nuit en question, il n'y a que 2 entrées dans les livres de la police. Un peu plus tôt dans la soirée, il y avait une jeune fille, une adolescente qui avait été portée disparue, qui est rentrée chez elle après une fugue d'une dizaine d'heures.
Et un citoyen a appelé pour se plaindre qu'on avait lancé des canettes de bière sur son terrain. Il n'y a aucune mention que des gens ont vu des ovnis dans le comté et bien sûr, il n'y a aucune entrée concernant cet appel que cet animateur, Tom Jay, aurait fait à la police locale pour dire « Wow, il y a des gens qui voient des ovnis ». Donc, tout ça, évidemment, tu te dis, ça me pose un problème. Là. J'essaie de me dire, ce sont des questions qui sont légitimes. Et ensuite de ça, il y a dans les témoignages des éléments qui sont un peu douteux. Par exemple, il y a une certaine Mélanie Kirchdorfer qui dit « J'avais 12-13 ans à l'époque, je m'en vais avec mes parents au lac, on s'en va manger une crème glacée, et là, tout d'un coup, une espèce de flash de lumière, elle se dit qu'elle se retrouve à bord d'un ovni, et là, voilà que, après un certain temps, on ignore combien de temps, elle se retrouve sur la plage, la voiture de ses parents a disparu, donc elle rentre à pied après cet épisode d'enlèvement. Ben, je ne sais pas, Yannick, mais si toi, tu t'en vas avec tes garçons, manger une crème glacée, flash de lumière, tu te reviens de bord, puis il manque un de tes enfants, ben, je suis pas sûr que tu vas rentrer à l'écouter le Price is Right à la télé. Non, je chercherais mon Tu comprends-tu? Donc, la logique, tu dis, je vais faire des fouilles, là, sur le terrain, mais il doit pas être trop parti très loin, là. Puis, à défaut de, tu vas rentrer au village, puis tu vas aller porter plainte à la police, tu vas signaler sa disparition. Pas dans ce cas-là. On sait que dans les archives de la police de Great Barrington, les parents de Mme Kirchdorfer se sont pas présentés au poste de police pour dire « Notre fille a disparu au lac Wakefield ». Non, ils mentionnent pas ça. Elle dit « Je me réveille sur la plage, puis là, ben, je prends mon petit bonheur et je m'en vais chez moi ». Là, tu dis « Oups, ça me pose un petit problème. Il y a comme quelque chose qui va pas là-dedans ». Et puis, on arrive à tout ce que Unsolved Mysteries ne te dit pas. Et ça, c'est peut-être un peu l'élément le plus triste. C'est toujours, on se dit tout le temps ce qu'on dit, mais ce qu'on ne dit pas peut être important. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que toute cette histoire-là a été construite autour du témoignage de Tom Reed. Exact. Tom Reed, on le voit dans le reportage, il est assis sur un espèce de pont couvert. Et son histoire est la suivante. Lui, son petit frère Matthew, sa mère et sa grand-mère circulaient dans un station wagon qu'il y avait à l'époque. Là, on se rappelle ces voitures-là avec le côté qui était fait comme en bois préfini, là. Donc, ces gens-là disent, voilà, on était sur la route de Sheffield. C'est le char du sapin à des boules. Oui, c'est ça. Et dans aujourd'hui, cette route-là s'appelle le Cover Bridge Lane. Donc, il circule et au moment où il traverse la rivière, c'est un petit pont couvert, il dit au sortir du pont, il y avait une espèce de sphère lumineuse immense. C'est là qu'il dit, c'est une sphère qui devait faire 90 mètres de diamètre. C'est quand même 300 pieds, là, je le rappelle. Et cet objet-là dardait des faisceaux de lumière vers le sol. Et là, il dit, voilà qu'on était enveloppé de lumière et puis on disparaît. Toujours selon la version d'Unsolved Mysteries, il retourne dans sa voiture. Il dit, bon, on était dans l'opposition, sauf que ma grand-mère se trouvait à la place du conducteur, ma grand-mère qui n'a jamais conduit, et ma mère était passée du côté passager, alors que c'est elle qui conduisait au moment de l'incident. Et là, il parle que l'événement en question aurait pris 3 heures. C'est quand même étonnant que personne n'ait signalé cette voiture qui bloquait la sortie du pont là, pendant 3 ans. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que ce Tom Reed n'en est pas à sa première histoire d'OVNI. Et ça, Unsolved Mysteries ne nous le dit pas. Au moment où l'incident du pont se produit, c'est le 3e incident semblable dans la vie de Tom Reed. En 1966, donc 3 ans avant l'incident du pont, il raconte que lui et son petit frère Matthew sont sortis de leur maison. Ils étaient attirés vers un boisé. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le boisé, il y avait un engin de 60 pieds de diamètre qui ressemblait à une coquille, une carapace de tortue. C'est amusant parce que c'est le même phrasé, les mêmes mots que va utiliser sa mère, qu'on voit dans le reportage d'Unsolved Mysteries, pour décrire l'objet au sortir du pont. Or, dans l'histoire réelle, la comparaison avec la carapace de tortue n'est pas l'objet au sortir du pont, mais c'est l'objet de 66 dans lequel Tom Reed et son frère Matthew auraient été amenés à bord de l'engin. Ensuite, l'année suivante, 1967, il y aurait eu des espèces de phénomènes de poltergeist dans leur maison. Et là, encore une fois, Tom Reed raconte que lui et son petit frère se sont retrouvés à l'intérieur d'une soucoupe volante avec des extraterrestres qu'il décrit comme un peu des espèces de fourmis géantes. Et ce sont ces mêmes fourmis géantes qui vont l'enlever en 1969, lui et sa famille, sur le petit pont là, qui mène à Sheffield.
Là, tu te dis, c'est quand même une information importante qu'on ne nous dit pas dans Unsolved Mysteries. Ce qu'on ne nous dit pas non plus, c'est que Tom Reed a fait de cet événement-là un peu le combat de sa vie. Hein? Il participe, depuis les années 2000, il a participé à une foule de tribunes où il raconte cette histoire-là avec moult détails. Voici ce qui s'est passé. Il parle également de ses enlèvements de 1966 et 1967. Et, évidemment... Il attire toute l'attention sur lui et à partir du moment où il raconte ça, c'est là qu'on a vu apparaître des témoins qui sont sortis de l'ombre en disant « Ah ouais, moi aussi, j'étais dans ce coin-là à l'époque, je me rappelle avoir vu des lumières. » Mais il faut savoir que ces témoignages-là n'existent pas. Ce ne sont pas des témoignages qui existent à l'époque même des événements. Okay. Est-ce que la motivation de cet homme-là, je sais pas, moi, c'est de se faire offrir de l'argent pour participer à des talk-shows, de se faire offrir de l'argent pour faire des livres, des témoignages? Ça, Yannick, c'est une grande question. Les gens, souvent les amateurs d'OVNI, ont tendance à tout ramener à deux pôles seulement, la célébrité et l'argent. Hein? Et souvent, ils vont dire, pourquoi mon témoin inventerait une histoire comme celle-là? Il ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas l'argent. C'est bien mal connaître la nature humaine que de ramener ça à ces deux éléments-là. Un des éléments que les ufologues mettent de côté, c'est ce que moi j'appelle l'élément de la plus-value. La plus-value fait que l'individu raconte une histoire, parce qu'on entend souvent des gens dire « Ah oui, mais pourquoi je raconterais ça pour que mes voisins me ridiculisent? » Il faut toujours se rappeler que dans une histoire comme celle-là, il y a des gens qui vont te croire et des gens qui ne te croiront pas. Fait que quand les gens disent « Voilà, je dis ça et est-ce que je dis ça parce que les gens vont rire de moi? » Ils oublient de dire qu'il y a aussi des gens qui vont les croire. Et ça l'ajoute une plus-value. Les gens sortent d'une forme d'anonymat. Ça n'a pas d'importance. Ils cherchent pas forcément la gloire, ils cherchent pas forcément l'argent, mais ils deviennent quelqu'un de différent. Lorsqu'ils marchent dans la rue, qu'on les croit ou qu'on les croit pas, c'est pas très grave. Ils sont quelqu'un de différent. C'est Paul. Hein, c'est pas simplement Paul, le commis du dépanneur que personne ne remarque. Non, c'est Paul qui raconte avoir été enlevé par des extraterrestres. Qu'on le croit ou qu'on le croit pas, c'est pas grave. Il est soudainement quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que c'est le cas de Tom Reed. Je ne dis pas que Tom Reed n'a pas fait ça pour faire de l'argent ou non. Je ne sais pas quelles sont les motivations réelles de Tom Reed. Peut-être a-t-il réellement vécu cette expérience-là. Il dit qu'il a passé le test du polygraphe. J'ai fait une vérification, c'est vrai. Ça n'a pas été fait par des services de police. Ça a été fait par une firme indépendante qui a reconnu à 99,9% que Tom Reed disait la vérité. Ce serait curieux de refaire le même test avec des services de police, des gens du FBI, mais ça ne veut pas dire non plus que Tom Reed n'est pas convaincu de son histoire. La question ici n'est pas... Parce que les gens disent, si tu n'y crois pas, c'est parce qu'il ment. Non. Les gens peuvent honnêtement croire que quelque chose est arrivé. Ils en sont persuadés. Donc, Tom Reed, qui passe le test du polygraphe, il le passe parce qu'il est persuadé que lui et sa famille ont été enlevés à plusieurs reprises, ou à tout le moins une fois, la famille au complet sur ce pont en 1969, et lui en 1966 et en 1967. Autre élément que Unsolved Mysteries ne nous dit pas, qui est quand même assez significatif. En 2015, le gouverneur républicain de l'État du Massachusetts, Charlie Baker, a fait une déclaration en disant « Nous reconnaissons historiquement l'événement des ovnis du Berkshire de 1969 ». Et là, il a remis une espèce de certificat historique à Tom Reed. Et cette annonce était suivie de l'inauguration d'un monument qui était placé juste à la sortie du petit pont couvert, qui rappelait les événements de 1969 et qui avait été fait avec la Société d'histoire de Great Barrington. Ici, il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire qu'on cautionne l'événement. Là. Si on roule, par exemple, sur la route 93 qui traverse l'État du New Hampshire, quelque part tout près de Indian Head, il y a un panneau sur le bord de la route qui nous dit « C'est ici que le couple Betty et Barney Hill aurait été enlevé par des extraterrestres en 1961 ». Mais il faut faire attention, ça ne veut pas dire « et c'est fait par la Société d'histoire du New Hampshire ». On rappelle un événement, ça ne veut pas dire qu'on le cautionne. C'est vrai que selon le témoignage des Hill, c'est là qu'ils auraient été enlevés, comme dans le cas du petit pont de Berkshire, c'est au sortir du pont que la famille Reed aurait été enlevée. Donc, on reconnaît, la Société d'histoire reconnaît que le récit fait partie d'une espèce de folklore local. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne
cautionne l'événement. Mais ce qui est intéressant de cette histoire de monument, c'est dès qu'il a été inauguré, il y a beaucoup de gens de Great Barrington qui ont été outrés par ça. Rapidement, le petit monument en question a été recouvert de graffitis assez disgracieux et éventuellement, la ville a évoqué des raisons de droit de propriété en disant peut-être que le petit terrain au sortir du pont n'est pas la propriété de Great Barrington, c'est peut-être la propriété de l'État. Bref, pour des raisons, une espèce d'imbroglio, on a littéralement retiré le monument. Et ça a fait plaisir à beaucoup de gens parce que de nombreux citoyens de Great Barrington étaient choqués de voir qu'on associait ou que la ville cautionnait cette histoire-là, dont beaucoup de citoyens considèrent que c'est une invention de A à Z. Donc, je ne me prononce pas. Est-ce que des ovnis ont survolé le comté de Berkshire en 1969? Est-ce que des gens ont été enlevés, amenés à bord d'ovnis? Bon, on n'a pas de preuves matérielles. Ça ne veut pas dire que ces gens-là mentent. Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas vécu des expériences extraordinaires. Mais pour l'instant, on n'a pas de preuves matérielles. Et non seulement on n'a pas de preuves matérielles, mais là où il devrait y avoir des preuves, parce que c'est souvent ça la question, c'est pas le fait est-ce qu'on a des preuves, mais c'est vrai que parfois c'est difficile, mais là où il devrait y en avoir, il n'y en a pas. On n'a pas d'articles de journaux de l'époque, on n'a pas d'émissions de radio de l'époque, à tout le monde, on n'a pas retrouvé de bandes magnétiques ou d'enregistrements qui racontent que ces gens-là auraient vu quoi que ce soit. Donc, quand on fouille dans les archives de 1969, là où censément on devrait retrouver des preuves de cette série d'observations au-dessus du comté de Berkshire. Puis les observations se sont faites tout le long de la route 7, qui traverse une partie de l'est de l'État. Et on retrouve absolument rien, ni dans les archives de la police, ni dans les archives de la Société d'histoire, ni dans les journaux locaux. Mais on commence à entendre parler de cette histoire-là au sortir des années 1990, au passage des années 2000. Donc, c'est quand même curieux qu'il va s'écouler 30 ans avant que l'histoire commence à circuler de cette façon-là. Christian, il y a des auditeurs qui nous mentionnent un nouveau dossier mystère, le style débunker. Je pense que le mot français débunker, c'est démystificateur. Là. Est-ce que ça aurait sa place à la télé? Parce que nous, à la radio, avec Radio X-Files le vendredi soir, on recommence à l'automne. C'est un peu ce qu'on fait. Là. On démystifie certaines histoires. Mais à la télé, est-ce qu'il y aurait un auditoire pour ça? Puis est-ce qu'il y aurait de l'ouverture de la part des producteurs? Moi, écoute, je suis pas dans la tête des diffuseurs, mais j'ai proposé une série quand on a vu arriver l'histoire du COVID-19 et tous les dérapages. Le vaccin, le virus était fait en Chine, c'est dans un laboratoire, c'est le téléphone, les antennes G5 qui sont à la cause de ça, c'est Bill Gates, l'État profond, les pédophiles satanistes de QAnon, dénoncés par QAnon. Tu te dis, écoute, on est dans une situation tellement incroyable que ça serait bien, sans prendre nécessairement position. Tu sais, comme dans le cas des ovnis de Berkshire, je dis pas c'est vrai, pas vrai. Je dis il y a des questions qui sont légitimes, puis il faut se les poser. Dans le cas des théories du complot, il y en a plusieurs qu'on peut déboulonner, parce qu'elles sont tout à fait fausses, elles sont des inventions, comme par exemple les citations d'Adolf Hitler extraites de Mein Kampf que j'ai parlé tantôt. Donc, il y a des choses comme ça qui sont des inventions. On a parlé aussi, on a évoqué une histoire à un moment donné d'un quatrain de Nostradamus qui avait prédit l'arrivée du COVID-19 alors que c'était une invention pure et simple. Donc, il y a des choses qu'on peut dénoncer, des choses qu'on peut expliquer, d'autres choses, des théories du complot qui ne sont pas tout à fait des théories du complot, mais qui sont des hypothèse un peu fantaisiste, mais pas impossible. On en a déjà parlé ensemble. Est-ce que c'est possible que le virus du COVID-19 ait été manipulé, était dans un laboratoire, parce qu'on sait que le virus existait dans des communautés animales? Est-ce que des scientifiques dans un laboratoire en Chine qui auraient réussi à isoler le virus et éventuellement par une mauvaise manipulation, un des laborantins aurait pu être contaminé et finalement en sortir le virus du laboratoire? Ce n'est pas vraisemblable. J'insiste là-dessus, c'est pas vraisemblable. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que les humains ont été contaminés directement par les animaux, soit des morsures par des chauves-souris, des morsures par des pangolins ou la consommation de chair de pangolin, donc deux espèces animales qu'on savait être porteurs du COVID-19. Mais est-ce que c'est possible? C'est bien possible qu'il ait pu être manipulé dans un laboratoire, pas inventé, mais manipulé dans un laboratoire, et une mauvaise manipulation aurait fait que le virus est sorti. C'est pas vraisemblable, mais c'est pas impossible. Donc, il y a des hypothèses qui relèvent du domaine de l'invraisemblable, mais pas de l'impossible. D'autres qui sont plus vraisemblables. Bon. Donc, j'ai proposé une série comme ça sur les théories du complot, débunker un peu, comme tu dis, ces histoires-là. Mais malheureusement, là, pour l'instant, j'ai eu aucun retour.
retour de quelques diffuseurs que ce soit concernant ça. C'est parce que tu m'as pas demandé de faire ton marketing. Moi, je verrais un dossier mystère version 2020 avec Christian Page, le spécialiste du coït interrompu. Mais tu vois, dans le cas de dossier mystère, tu vois, dans le cas de dossier mystère, ce qui est amusant dans le dossier mystère, puis ils font bien le travail. Hein. Si on parle, par exemple, d'histoire d'OVNI, bon, on peut toujours leur reprocher ce qu'ils ne disent pas, mais il faut quand même se dire que l'émission est là pour raconter des histoires. Hein. On se positionne pas trop. Moi-même, quand j'ai fait la série Dossier mystère pour Canal D, là, deux reprises, j'ai fait les saisons de Dossier mystère. L'idée était de laisser aux gens raconter des histoires. Hein. J'ai une maison hantée, je raconte ce qui s'est passé dans ma maison hantée, j'ai vu des ovnis, voici ce que j'ai vu. L'émission était plutôt du partage de témoignages sans trop se positionner. C'est bien, mais je pense qu'à un moment donné, avec tous les dérapages que l'on voit ces temps-ci, ces dernières années sur l'Internet, tous les raconteurs que l'on fait, des histoires inventées de toutes pièces qu'on nous monte en épingle, et avec ça, bien sûr, des théories du complot, on arrive à ne plus savoir, à ne plus faire la distinction entre ce qui est vrai, ce qui est vraisemblable et ce qui est impossible, complètement faux. Et malheureusement, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'écho de la part des diffuseurs. D'ailleurs, si on va parler d'OVNI, Yannick, hein, il y a une chose que les gens semblent oublier. J'ai pas visité tous les locaux là, des radios à Québec, là, je sais pas comment ça se passe, là, mais je sais qu'à Montréal, ou dans une station de radio de Montréal, pour la nommer le 98.5, c'est là que se trouvent également les systèmes pour la surveillance de la circulation. Hein, parce qu'il y a le réseau de la circulation là, dans la région métropolitaine. Je ne sais pas si les gens ne se doutent pas de ça, mais quand tu rentres dans ces stations-là, dans ces locaux-là, les murs complets sont couverts d'écrans de télévision. Ouais. Des caméras de télévision sont tournées sur toutes les artères. Il y a des gens qui sont là 24 heures sur 24 qui surveillent la circulation routière. Et 30% de ces images-là couvrent de larges portions du ciel. Alors, la caméra est tournée, bien sûr, je prends Québec, par exemple, la caméra est tournée vers l'autoroute 40, là, mais on voit une grande partie du ciel. Et il y a des gens qui surveillent, et c'est vrai pour Québec, c'est vrai pour Montréal, c'est vrai pour toutes les grandes agglomérations. Ce qu'il n'y avait pas des services comme ceux-là, on n'avait pas ça il y a 50 ans. Là. Aujourd'hui, toutes les grandes agglomérations, notamment en Amérique, sont couvertes par des caméras. Puis là, je ne parle que des caméras routières. On oublie toutes les caméras installées sur les bâtiments, etc., qui couvrent aussi des grandes parties de ciel. Et on n'a jamais vu d'image claire d'un ovni qui est passé là-dedans. Un jour, qui sait? Christian Page, pour avoir accès à tes livres, pour avoir accès à tes conférences ou encore les articles, on peut aller faire un tour sur ta page christianpage.ca. Oui, absolument. Ouais. Puis, je m'excuse encore pour mon langage un peu difficile de ce matin, un peu châtié, mais écoute, il y avait des choses il faut absolument que les gens réagissent à des choses qui sont absolument invraisemblables. Mais on voit que tu prends de plus en plus goût à travailler à Québec. Peut-être qu'un jour, on aura le plaisir d'avoir un Christian Page à Beauport, à Charlesbourg. Qui sait? Salut! Salut. Bye bye. christianpage.ca. Pardon? Monsieur d'opinion. Ben oui, on s'amuse.